Bonjour à vous. Bienvenue sur la chaîne Histoire et Confession, merci de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune histoire. Les histoires que nous allons partager, inspirées de récits trouvés sur Internet, sont destinées exclusivement au divertissement. Elles ne doivent pas être interprétées comme des encouragements à imiter de tels actes ni comme des discriminations envers des personnes spécifiques. Je m'appelle Damien. J'ai 29 ans. Je travaille dans le conseil, dans l'un de ces enfers corporatistes où chacun prétend vivre sa meilleure vie. En réalité, nous ne sommes que des carcasses surcaféinées, jouant au ping-pong pour ne pas pleurer dans les toilettes. Je suis entré dans la boîte juste après la fac, avec mon meilleur ami Olivier, lui aussi âgé de 29 ans. On est inséparables depuis notre deuxième année d'université, quand un projet de groupe nous a réunis. Ça a commencé par des sessions de révision nocturne, puis on a fini colocataires. Rien ne rapproche deux jeunes types plus sûrement qu'une haine commune pour un prof d'éco et un frigo rempli de yaourts périmés. On était aux antipodes l'un de l'autre. Moi, discret, appliqué, du genre à faire un tableau Excel en couleur rien que pour organiser les courses du week-end. Olivier, c'était tout l'inverse. Bruyant, charismatique, capable d'arriver avec 45 minutes de retard, de balancer une blague sur son chauffeur Uber qui faisait office de guide touristique du regret, et de récolter une ovation. Il n'entrait pas dans une pièce, il la proclamait. Il dégageait cette énergie qui disait « J'ai atteint mon apogée au lycée, et j'ai décidé d'y rester ». Et pourtant, ça marchait pour lui. Quand on a tous les deux décroché un poste dans le même cabinet de conseil, c'était comme si l'univers nous offrait une sitcom toute faite. Même groupe d'intégration. Même blague sur les livrets d'accueil. Même regard désespéré échangé pendant les jeux de présentation. Du genre, si tu étais un légume, lequel serais-tu? Spoiler, je suis une pomme de terre. Polyvalente, discrète, et épuisée. Avec le temps, on s'est constitué une petite bande au bureau. Un noyau de jeunes vingtenaires surmenés, liés par les traumatismes des appels clients et le rituel sacré des mèmes du vendredi. Tout roulait, jusqu'à ce qu'elle débarque. Aria. 28 ans. Nouvelle recrue. Brillante. Détendue. Ce genre de calme qui te donne l'impression d'être en panique, même quand c'est elle qui court après une deadline. Elle est arrivée quelques mois après nous. Ce n'était pas un coup de foudre. Plutôt une lente combustion. Des discussions à la pause déjeuner. Des cafés partagés à faire semblant de ne pas fuir nos tâches. Des conversations Slack entamées par accident qui, sans qu'on s'en rende compte, devenaient de vraies discussions. Et puis, petit à petit, on a commencé à se voir en dehors du boulot. Pour de vrai. Pas juste tiens, toi aussi tu es à cet afterwork, quelle coïncidence. Non. De vrais rendez-vous. Et c'était, bien. Elle me comprenait. Elle riait à mon humour peint sans rire. Elle n'a pas sourcillé quand je lui ai avoué que j'alphabétisais mon étagère à épices pour me stabiliser émotionnellement. Elle a même trouvé ça mignon ce qui, soyons honnêtes, n'arrive pas souvent. Et évidemment, Olivier était là pour tout commenter depuis les coulisses, version frère de fraternité un peu trop enthousiaste. Je me souviens d'une nuit où on était coincé au bureau à nettoyer les restes d'une migration système, une tâche si ennuyeuse qu'elle aurait pu servir de châtiment au Moyen-Âge. Il m'a regardé et m'a lâché, tu comptes continuer à flirter avec elle comme un collégien timide à une boum, ou tu vas enfin faire quelque chose? Merci, Cupidon, ai-je marmonné sans lever les yeux de mon écran. Sérieusement, a-t-il insisté en pivotant sur sa chaise. Ça fait 2 mois que tu la déshabilles du regard. Bouge-toi ou laisse-la à quelqu'un qui a un vrai jeu charmant, n'est-ce pas? Un peu comme un Golden Retriever sous Red Bull. Mais bon. Je l'ai fait. J'ai tenté ma chance. Et Aria et moi, ça a marché. Elle s'est parfaitement intégrée à notre petit groupe d'amis. Tout le monde l'aimait, surtout Olivier. Ils plaisantaient beaucoup ensemble. Elle riait à ses imitations absurdes. Lui lançait ces petites vannes inoffensives qui font dire « Oh mon Dieu, t'es bête ». Elle le trouvait drôle, disait que c'était génial qu'on soit meilleurs amis. Un jour, elle m'a même dit que c'était rare dans le bon sens de voir 2 mecs entretenir une telle amitié. On dirait un truc de film, avait-elle soufflé alors qu'on se chamaillait avec Olivier sur les garnitures de pizza comme un vieux couple. Ouais, sauf que chez nous, le moment d'émotion, c'est quand on découvre qui a mangé le dernier pain à l'ail, j'avais répondu. Mais en vrai, je pensais comme elle. Notre amitié avait du vécu, un rythme bien à elle.
comme une troupe d'impro à deux, avec un clown bruyant et hilarant, et l'autre qui assure les arrières avec des feuilles Excel et du sarcasme. 2 ans après notre embauche, tout semblait calé. Aria et moi vivions ensemble. On avait nos routines, et je me suis dit, voilà. C'est ça, ma vie. Adulting accompli. Alors j'ai fait le truc. Le grand. J'ai demandé Aria en mariage. J'avais économisé 10 000 $, en partie en sortant moins, en partie en mangeant des nouilles instantanées comme si c'était un mode de vie. J'ai acheté la bague après avoir étudié les bijoutiers comme si je préparais un casse. J'ai tout planifié dans les moindres détails, une randonnée au coucher du soleil, un promontoire tranquille, un photographe planqué dans un buisson comme un stagiaire de National Geographic. Je me suis mis à genoux, j'ai récité quelques phrases que j'avais répétées comme un TED Talk, et bam, les larmes. Elle a dit oui. Photo de fiançailles sur Instagram avec une légende ringarde sur les âmes sœurs, probablement un truc du genre, il a demandé, j'ai dit évidemment à nos 2 cœurs. Et moi, j'étais sur un petit nuage, flottant comme un mec persuadé d'avoir enfin décodé le mode d'emploi de la vie. La première personne à qui je l'ai annoncé, c'était Olivier. Évidemment. Il m'a serré dans ses bras, m'a tapé dans le dos comme s'il venait de me coacher pour le Super Bowl, et s'est immédiatement lancé dans des idées absurdes de enterrement de vie de garçon. Ok, écoute-moi bien, a-t-il dit, les yeux brillants. Vegas. Mais genre Vegas ironique. Peignoirs assortis. Un magicien. Peut-être un tigre. Un tigre? J'ai demandé. Pour le style, pas pour la logistique. Classique Olivier. Le chaos avec le sourire. Quand je lui ai demandé d'être mon témoin, il s'est ému. Pas beaucoup, ça reste Olivier, mais juste assez pour que sa voix se brise un peu et qu'il baisse les yeux avant de dire « Mec, c'est un honneur. Je suis fier de toi. » Et comme un idiot, je l'ai cru. Mot pour mot. C'est ça, je crois, qui me fait le plus mal quand j'y repense. Parce que sur le moment, je pensais vraiment que j'avais tout. Aria, la femme que j'aimais. Olivier, mon frère de cœur. Un boulot qui commençait enfin à rapporter un peu plus que de quoi payer le loyer et des plats surgelés. J'avais trouvé mon rythme. Tout avait l'air parfait. Pas de signaux d'alarme, pas de malaise dans l'air. Aria et Olivier plaisantaient toujours comme d'habitude. Olivier restait Olivier, à flirter avec les serveuses, à arriver 10 minutes en retard à chaque réunion avec un café glacé à la main et ce sourire d'imbécile heureux. Et malgré tout, la direction le qualifiait de visionnaire. Honnêtement, si le charme se monnayait, Olivier aurait pris sa retraite à 26 ans. Pendant ce temps, moi, je bossais 60 heures par semaine, carburant au café et au tableau Excel, abattant le boulot de l'ombre pour que nos projets ne s'écroulent pas. Mais ça ne me dérangeait pas. C'était ça, notre équilibre, non? J'étais le gars qui réparait les choses. Lui, c'était la façade. Yin et putain de yang. Je ne le savais pas encore, mais j'étais déjà assis sur un tas de brindilles sèches, et je n'avais juste pas encore vu l'allumette. Tout a commencé à changer après les fiançailles. Rien de spectaculaire, pas de rebondissement de série dramatique. Juste des détails, des décalages subtils. Aria était moins. Aria. Plus effacée, comme une version atténuée d'elle-même. Et je ne suis pas du genre à paniquer si quelqu'un met 10 minutes à répondre à un message. Je ne deviens pas parano parce qu'on écrit LOL au lieu de A. Je lui faisais confiance. Vraiment. Mais l'ambiance a commencé à sonner faux. Pas de façon flagrante. Plutôt comme ce bruit de fond étrange qu'on n'arrive pas à localiser. Aria commençait à s'éloigner. Pas du genre à faire ses valises. Elle était toujours là, physiquement. On regardait la télé ensemble. On dînait côte à côte. Elle scrollait sur son téléphone à côté de moi. Mais émotionnellement, c'était comme si elle se trouvait à des kilomètres. Je lui demandais doucement, « Ça va ?» Et elle me répondait avec un petit sourire fatigué, celui qu'on donne à un stagiaire trop curieux, et elle disait, « Rien, juste fatigué. » Mais ce n'était pas une fatigue normale. C'était cette lassitude de l'âme, le genre d'épuisement où même faire semblant coûte trop cher. Comme si être avec moi était devenu une case à cocher qu'elle n'avait plus la force de rayer. Et pourtant, je n'ai pas paniqué. Je me suis dit que c'était une phase. Qu'on était stressé. Que les préparatifs du mariage nous vidaient, que le boulot n'aidait pas, et que, peut-être, une fois tout ça derrière nous,
tout redeviendrait normal. Je me souviens d'un week-end où on devait aller voir mes parents. Rien de spécial, juste un barbecue dans le jardin. Des burgers, des bières, mon père qui essayait de faire le jeune en citant des mèmes de 2012. Le rituel. Elle a annulé à la dernière minute. Un texto, 30 minutes avant le départ, Aria, hey, je me sens pas super. Je vais zapper aujourd'hui. Moi, tout va bien? Aria, oui, juste fatigué. Je viendrai la prochaine fois. Spoiler, il n'y a jamais eu de prochaine fois. Ce jour-là, c'est la dernière fois que mes parents ont parlé d'elle sans baisser la voix comme si elle était morte. À partir de là, elle a commencé à tout esquiver. Les événements familiaux, les anniversaires, même nos traditions débiles, comme le rituel sacré du vendredi soir, cuisine thaï et série policière. Toujours le même menu. Curry panant, rouleau de printemps, et l'enquête de la semaine. Puis, sans prévenir, ça a viré en dîner en solo pour moi, et en prétexte recyclé pour elle. J'ai mal à la tête. On peut en parler plus tard? Je suis fatigué. Elle était devenue la version humaine de l'écran d'arrêt de Windows. Toujours plus tard, jamais à maintenant. Et puis il y a eu ce jour-là. Celui que j'aimerais pouvoir effacer comme un mauvais mail. On était dans notre cantine préférée. Même table que d'habitude, celle près de la fenêtre avec le store cassé qui te faisait plisser les yeux comme si on t'interrogeait. Même commande. Grillé cheese avec soupe tomate pour elle, ça me rappelle l'enfance, disait-elle, et club sandwich d'Inde pour moi, parce que je suis apparemment l'incarnation humaine de la constance. Elle s'est assise en face de moi, sans toucher à son assiette. Moi, j'étais lancé dans un monologue contre les soirées bowling de team building. J'étais en plein milieu d'une phrase du genre, franchement, je préférerais manger une agrafeuse que d'y retourner. Et j'ai ajouté, l'air de rien, après le boulot, ça te dit d'aller voir ce fleuriste sur Third? Celui avec les bouquets Pinterest? Elle a baissé les yeux vers sa soupe. Pas d'un air timide. Plutôt avec ce regard qu'on a quand on sent que la fin approche. Et puis elle a dit, je peux plus faire ça. Au début, j'ai cru qu'elle parlait du déjeuner. Quoi, la soupe? Trop salée, la soupe. Mais non, elle ne plaisantait pas. Sa voix tremblait, chargée de larmes, comme si elle récitait un monologue de rupture écrit par une IA particulièrement sensible. Quoi? J'ai demandé. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle jouait nerveusement avec sa serviette, comme si c'était un détonateur entre ses doigts. Je me sens mal depuis des mois, a-t-elle soufflé. J'ai essayé de faire semblant, je voulais pas te blesser, mais, j'étouffe. J'ai l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Je crois, je ne suis plus amoureuse de toi. Voilà. Juste ça. Un crash émotionnel à la vitesse de la lumière, au milieu d'un grillé cheese. Mon cerveau a refusé d'intégrer l'info. Il y a une semaine, on planifiait notre lune de miel. 2 semaines plus tôt, on était blottis l'un contre l'autre devant un film d'action complètement nul où le méchant se faisait battre grâce au Wi-Fi. 1 mois auparavant, on débattait du choix du gâteau de mariage chez sa mère, comme si ça avait une importance quelconque. Spoiler, ça n'en a pas. C'est juste du sucre hors de prix. Je l'ai regardé, sidéré. On a déjà eu des hauts et des bas, non? On a toujours surmonté ça. Tu m'as jamais dit que t'étais malheureuse. Elle a secoué la tête. Et je jure que, s'il y avait eu un violon triste en fond, on aurait eu une scène de rupture Netflix toute prête. Je voulais pas empirer les choses. T'étais pris avec cette promo. J'ai pas voulu te mettre plus de pression. Mais je peux pas me marier juste parce qu'on est ensemble depuis longtemps. Ce serait pas juste. Pour toi, ni pour moi. Et là, tu dis quoi, à ça? Tu pleures? Tu supplies? Pas mon genre. J'allais pas me rouler par terre au milieu du resto. Mais, et le taille du vendredi, Aria? On n'a même pas crié. J'ai juste hoché la tête. Comme un serveur hébété à qui on commande un plat impossible. J'ai payé l'addition, et évidemment parce que oui, je suis toujours ce type-là et on est sorti. Pas de scène, pas de cri. Juste un silence épais. Je suis resté planté sur le parking à la regarder partir. Comme si elle quittait un déjeuner, pas une vie. Des années, effacées d'un simple claquement de portière. Les jours qui ont suivi, ce n'étaient même pas des jours. Plutôt une sorte de rêve fiévreux mal éclairé,
version open space. J'allais bosser, mais j'étais absent. Je restais assis devant mon écran, sans rien faire. Ni travailler, ni naviguer. Juste fixer les pixels, comme si je m'attendais à ce qu'Excel me révèle ce qui venait de se passer. Puis je rentrais dans cet appartement encore plein de ses affaires. Son mug dans l'évier, celui avec le slogan cliché But First, Coffee comme tiré de Pinterest. Son manteau pendu dans l'entrée. Son agenda toujours ouvert sur la table de nuit. Comme si elle allait revenir d'un instant à l'autre en lançant « Oups, désolé ». J'avais un rendez-vous chez le dentiste, et aussi, j'avais oublié qu'on avait construit une vie ensemble. Je n'ai rien dit à personne, pas même à Olivier. Je me suis dit qu'elle reviendrait. Que c'était une phase. Les gens paniquent. Ils disent des choses qu'ils ne pensent pas. Ils ont leur petit arc dramatique, façon personnage de série, puis tout rentre dans l'ordre. Mais elle n'est pas revenue. Une semaine plus tard, elle est passée pendant mon absence. Elle a pris ses affaires. Elle a laissé une lettre écrite à la main, comme dans un vieux drame d'époque, « Je suis désolé de ne pas avoir été la femme que tu méritais. Ne me déteste pas. » Super. Génial. Coup de poing dans le ventre et papeterie. Cette phrase m'a hanté. Pas parce qu'elle était belle ou tragique. Mais parce qu'on aurait dit une citation sortie d'une carte à marque écrite par quelqu'un qui n'a jamais vraiment connu la douleur. Je suis désolé de ne pas avoir été la femme que tu méritais. Tu pouvais pas me dire ça avant, Aria? Avant que je claque 10 000 $ dans une bague? Mais en vrai, j'étais même pas en colère. Juste vidé. Comme si on m'avait arraché les tripes à la cuillère à melon et qu'on m'avait laissé en pilote automatique. C'est Olivier qui a été le premier à le remarquer. Un après-midi, il a débarqué dans mon bureau, adossé au chambranle comme s'il était chez lui, ce qui, entre nous, lui ressemblait totalement, et il a dit « Mec, ça va? On dirait que t'as pas dormi depuis une semaine. » J'ai essayé de faire semblant. Petit sourire, haussement d'épaule, tout va bien, circuler. Mais apparemment, mon visage avait décidé de dire autre chose. Elle est partie, j'ai murmuré. Elle m'a dit qu'elle pouvait plus. Qu'elle m'aimait plus. Elle se sentait étouffée. Elle ne voulait pas se précipiter dans un mariage. Alors elle a mis fin à tout ça. Olivier est resté figé une seconde, les bras croisés, la mâchoire serrée comme s'il était en plein chargement émotionnel. Puis il est entré dans le bureau, s'est assis en face de moi et, d'une voix basse, a dit « Merde, mec. Je suis désolé. C'est dur. » J'ai hoché la tête. Je l'ai pas vu venir. Il s'est penché, les coudes posés sur les genoux. Tu veux sortir dîner? Te changer les idées un peu. On pourrait aller à ce resto de Wings, celui où on allait après les astreintes de nuit débiles. J'avais pas envie de manger. À vrai dire, j'avais pas envie de respirer. Mais l'idée de rester seul dans cet appart, à fixer ces foutus coussins déco en me demandant s'il me jugeait, c'était pire. Alors j'ai dit oui. Il a pris le volant, naturellement, et il a parlé tout le trajet. Anecdote de fac, blague un peu bancale, imitation de prof qu'on détestait. Rien n'a vraiment fait mouche, mais j'ai apprécié l'effort. C'était comme regarder quelqu'un essayer de réparer une crevaison avec un caseau. Absurde. Mais tu salues la tentative. T'as été bien avec elle, il a dit à un moment. Laisse pas ça te bouffer la tête. Parfois, les gens changent. C'est pas ta faute. Je fixais la vitre, façon film indépendant mélancolique. Puis il a ajouté, elle sait pas ce qu'elle a perdu. Il m'a tapé l'épaule. T'es le gars le plus solide que je connaisse. Tu vas t'en sortir. Et pendant les semaines qui ont suivi, il a continué. Il prenait des nouvelles, m'envoyait des mèmes, m'emmenait déjeuner, m'apportait du café en réunion comme si j'étais un chiot rescapé qu'il essayait de réhabituer à la vie. Le mec était là. Vraiment là. Je dois lui reconnaître ça. Tous les autres au boulot marchaient sur des œufs, ou évitaient le sujet comme si j'étais contagieux. Mais Olivier, lui, m'a traité comme si mon monde ne venait pas de s'écrouler autour d'un grillé cheese. Comme si j'étais encore moi. Et peut-être que c'est exactement ce dont j'avais besoin. Pas de la pitié. Pas des silences gênés. Juste quelqu'un qui ne me regardait pas comme un bibelot brisé. Il m'a fallu du temps. Mais peu à peu, j'ai commencé à retrouver un semblant de rythme. Me réveiller ne ressemblait plus à une punition.
je ne fixais plus son bureau de l'autre côté de la pièce. Enfin, presque plus. J'avais cessé de me demander si je lui manquais, si elle se sentait libre, soulagée, justifiée, ou quoi que ce soit d'autre. J'ai arrêté de consulter ses réseaux sociaux. J'ai supprimé nos photos de mon téléphone. J'ai mis ses affaires dans un carton et je les poussais au fond du placard. Et dans ma tête, j'ai brûlé quelques ponts que je savais ne plus pouvoir franchir, même si j'en avais envie. Je n'allais pas bien. Mais je fonctionnais. À peine. Comme ces vieux distributeurs qui donnent encore des snacks, mais qui émettent un grincement atroce et te recrachent un Coca Light tiède quand t'as demandé un Sprite bien frais. Voilà, c'était moi. Opérationnel, mais clairement pas au top. Olivier, lui, continuait d'être là. Comme un golden retriever émotionnellement disponible en veste Patagonia. Pendant un moment, j'ai réussi à me convaincre qu'il jouait juste son rôle d'ami. Il m'a même apporté de la soupe une fois. Bon, c'était une conserve de bisques tomates froides retrouvée au fond de sa voiture, mais l'intention y était, non. Alors ouais, les choses sont devenues bizarres. Pas seulement entre elle et moi. Tout notre groupe d'amis avait l'air d'avoir signé un accord de confidentialité collectif. Personne ne savait quoi dire. L'un d'eux m'a même tapoté l'épaule comme si je venais de perdre un petit pays. Ils me traitaient tous comme si j'étais une statue fragile, un artefact émotionnel instable prêté par le musée de la trahison et des déjeuners tristes. Je leur en voulais pas. Je comprenais. Ils faisaient de leur mieux. Mais moi, je ne pouvais plus entrer tous les jours dans ce même bureau, passer devant ce même bureau vide comme devant un hôtel pour ex-petit ami fantôme. Son parfum flottait encore dans l'air, comme s'il menait une tournée de vengeance personnelle. Et je ne parle même pas de son rire. Ce rire qui faisait croire qu'elle vivait le moment le plus joyeux de sa vie, en mâchant une salade. Alors j'ai fait ce que tout soldat émotionnellement ravagé du monde de l'entreprise aurait fait, j'ai demandé une mutation. RH m'a demandé pourquoi. J'ai répondu, le visage impassible, évolution professionnelle, envie de découvrir un autre pôle. Une réponse tellement bien huilée qu'elle méritait sa propre recommandation LinkedIn. La vérité ? J'avais juste besoin de respirer. Et par respirer, j'entends ne pas fondre en larmes en remplissant ma bouteille au distributeur d'eau où on flirtait. Le nouveau bureau était correct. Des gens calmes. Des murs beiges. Un micro-ondes qui chauffe à moitié. Un rêve de corporate aseptisé. Personne ne connaissait mon histoire. Personne ne me regardait comme si j'étais à 2 secondes d'éclater en sanglots à cause d'une formule Excel. Un anonymat béni. Je me suis jeté dans le travail comme s'il me devait de l'argent. Premier arrivé, dernier parti. Ils ont commencé à m'appeler le fantôme, personne ne me voyait partir, mon statut Slack restait toujours vert. Quand tu as le cœur brisé et l'impression de traîner un matelas de regrets derrière toi, rester occupé, ce n'est pas un choix. C'est une question de survie. Je respectais les deadlines comme si elles me devaient une pension alimentaire. J'acceptais les projets comme si je passais une audition pour un reboot de Yes Man. Ils m'ont mis sur une voie accélérée de gestion de projet et traduction RH, il fuit clairement ses émotions, promouvons-le avant qu'il explose. Honnêtement ? Je m'en fichais. Laissez-moi m'épuiser. Combinons de réunions stratégiques et de revues budgétaires. Je faisais tout pour éviter de rentrer chez moi et de relancer dans ma tête son album Best-of. Piste 1, je ressens plus la même chose. Piste 2, c'est pas toi, c'est mon parcours. Bonus track, t'es génial, mais j'ai besoin de me retrouver. Olivier et moi, on se parlait à peine. Au début, ce n'était pas bizarre. On était tous les deux noyés sous les réunions, les deadlines, et la grande performance du « je vais très bien merci ». On s'envoyait encore quelques messages de temps à autre. Moi, t'as vu le mémo du board ? Olivier, ouais. Des charges publiques en flammes. Moi, win ce week-end ? Olivier, occupé. À reporter. Et il va reporter et s'est transformé en silence diffus, en pluie fine d'éloignement. Érosion d'amitié par emploi du temps corporate. Mais il me manquait. Vraiment. Le genre de manque sourd qu'on n'admet pas. Il me manquait, lui, ce type qui connaissait ma commande de café par cœur et qui ne me demandait pas comment j'allais avec cette inclinaison de tête compatissante, comme si j'avais perdu la garde d'un chien après une rupture. Il me manquait cette version de ma vie où les choses étaient normales, prévisibles. Où on partageait des playlists, pas des bandes-sons de solitude en voiture.
J'ai essayé de sortir à nouveau. Une fois. Dîner organisé par une amie d'une amie. Elle était géniale, sincèrement impressionnante. Des contrats d'édition, des histoires de voyage, une relation stable avec sa mère. Et moi, je la fixais comme si j'avais oublié comment parler anglais. Elle m'a demandé ce que je cherchais et j'ai répondu, des pâtes. Mon cerveau était en écran de chargement complet. Mon esprit était ailleurs tout le temps. Très loin. Coincé quelque part entre ce qui aurait pu être et est-ce que j'ai encore son mot de passe Netflix. Le silence après son départ était devenu bruyant. Genre, aspirateur existentiel bruyant. Et le pire dans tout ça? Elle ne m'avait pas trompé. Elle n'avait pas hurlé. Elle ne m'avait pas menti. Elle était juste, partie. Un jour, elle s'est tournée vers moi, l'air de mettre à jour les réglages de son iPhone, et a dit, ça marche plus. Et voilà. Fin de l'histoire. Je n'étais pas brisé. Juste, pas le bon. Pas la saveur du mois. Alors j'ai continué à prétendre que j'allais bien. À me recoller tant bien que mal avec de la caféine et du sarcasme. À essayer de transformer le chagrin en indicateur de performance. Ma boss a même commencé à plaisanter là-dessus en réunion. T'es une machine, Damien. Tu clignes des yeux, au moins? Non, j'ai vendu mes paupières pour atteindre les objectifs du T3. Elle a ri. Pas moi. Parce qu'honnêtement, j'étais taillé pour cette vie corporate. Peut-être. Ou peut-être que je faisais juste tout pour ne rien ressentir. Cette mutation m'a sauvé, quelque part. Elle m'a offert un peu d'oxygène, un bouton reset sans les confettis ni les sourires forcés. Quelques mois plus tard, les choses ne s'étaient pas arrangées et pas guéries, Dieu non, mais elles étaient engourdies. Et croyez-moi, c'est un progrès énorme comparé aux face-plans émotionnels dans les souvenirs de sa voix disant « J'ai juste besoin de temps pour me retrouver ». Spoiler, se retrouver, apparemment, ça impliquait le canapé de mon meilleur pote et mon compte Netflix. Je commençais à croire que peut-être, juste peut-être, je pourrais tourner la page. Peut-être, jusqu'à ce texto d'Olivier. Hey mec, y a moyen qu'on se voit cette semaine? Faut que je te parle d'un truc, mais pas par message. Ah, le fameux pas par message. Ce genre de phrase n'annonce jamais rien de bon. Personne ne dit jamais, pas par texto, mais tu viens de gagner au loto et d'avoir des abdos pendant ton sommeil. Non. Ce ton-là. C'était une mauvaise nouvelle. Emballé dans la culpabilité. Servi avec une barquette de trahison. On s'est retrouvé un samedi, terrain neutre, un café à mi-chemin entre nos deux bureaux. J'entre. Je vois Olivier en premier. Et puis je la vois, elle. Oh, tiens, regardez qui daigne apparaître. Sans maquillage, les cheveux attachés à la va-vite, et cette veste en jean, celle que je l'avais aidée à choisir pour notre voyage anniversaire à Seattle. Le même voyage où elle avait pleuré devant des loutres de mer en disant qu'elle ne pouvait pas imaginer la vie sans moi. Apparemment, sauf si c'est avec Olivier. Salut, dit-elle. Pas de sourire. Pas de chaleur. Juste ce salut impersonnel, le même que tu balances à un barista qui a écorché ton prénom, mais t'es trop crevé pour le corriger. Olivier se lève et me fait un de ses demi-câlins maladroits, comme s'il essayait de me transmettre sa culpabilité par osmose. Je m'assois. Je ne touche même pas au café qu'ils ont commandé pour moi. Merci, au fait. Très attentionné, tout en faisant exploser ma vie privée. Je les fixe. J'attends. Le punchline, le twist final. Le moment où quelqu'un hurle blague. Olivier s'éclaircit la gorge. C'est dur à dire, et on ne voulait pas le faire par téléphone. Elle baisse les yeux, comme si elle avait fait tomber sa honte par terre et la cherchait sous la table. On se voit, dit-elle. Et là, bam. Trappe vers l'enfer, directement sous ma chaise. Aucune alerte. Aucun panneau attention, sol glissant. Je n'ai pas parlé. Pas crié. Pas même réagi. Juste fixé le vide devant moi pendant que mon estomac se lançait dans une interprétation libre du désespoir. Froid, tordu, en mouvement lent. Olivier avait l'air détruit. Ça n'a commencé qu'après votre rupture. Je te jure, il ne s'est rien passé quand vous étiez encore ensemble. Elle hoche la tête à côté de lui, dans le rôle peu glorieux de pom-pom girl de la trahison. J'étais déjà perdu à l'époque.
Je ne t'ai pas quitté pour lui. C'est juste que, les choses ont cliqué après. Cliqué, j'ai répété, la voix vide. Je n'étais même pas encore en colère. J'étais dans cet état de calme glacial d'avant l'explosion. Elle a tressailli. Bien. Quelqu'un devait bien le faire. Je n'ai pas planifié ça, dit-elle. Olivier s'est penché vers moi, comme si la proximité allait rendre tout ça plus crédible. T'es comme un frère pour moi. Tu le sais. Je t'aurais jamais fait de mal volontairement. Ah. La fameuse clause du frère. Rien ne hurle trahison comme tu es de la famille, juste avant de sortir avec ton ex. J'ai souri. Pas un vrai. Un de ceux qui précèdent la tempête. Un sourire façon félicitations, vous venez de cocher la dernière case du bingo de la trahison. C'est cool, j'ai dit. Vous vous méritez. Silence. Comme si quelqu'un venait de couper leur Wi-Fi. Le reste de la conversation? Flou total. Une symphonie d'excuses gênantes et de monologues gonflés à la culpabilité. On voulait être honnête. On ne voulait pas se cacher. Tu méritais de savoir. Quel cadeau, vraiment. L'honnêteté, emballée dans exactement ce que je ne voulais pas entendre. Je n'ai pas retourné la table. Je n'ai pas jeté mon café. J'ai juste hoché la tête et je suis parti, façon gentleman class dans un soap opéra de seconde zone. Mes mains tremblaient quand je suis retourné à ma voiture. J'ai même eu du mal à tourner la clé. Et je sais pas ce qui faisait le plus mal, qu'elle soit passée à autre chose si vite, ou qu'elle l'ait fait avec lui. Le seul à qui je faisais confiance. Celui que j'appelais mon frère. Celui qui savait exactement ce qu'elle représentait pour moi, et qui y est quand même allé. C'était pas de la jalousie. C'était de la trahison. Lente. Silencieuse. Le genre qui ne hurle pas, mais qui te vide, petit à petit, comme une fuite que t'as même pas remarqué jusqu'au moment où t'as plus rien. Quelle blague. Ce soir-là, j'ai tout supprimé. Les photos. Les messages. Les rappels de calendrier. Tout. Disparu. Comme un técho de l'IT en mode nettoyage de crise après une fuite de données. J'ai même mis le numéro d'Olivier en sourdine. Pas bloqué. Bloqué, c'est théâtral. Muté, c'est personnel. Je voulais qu'il voie mon désolé, mec. Et qu'il comprenne. Que je l'avais lu. Et que j'avais choisi de ne pas répondre. Parce que le silence, lui, dit ce que les mots ne peuvent pas. Le silence, c'est félicitations pour ta promotion, connard. Et voilà. Fin de l'amitié. Fin des fiançailles. Et fin aussi d'un petit morceau de moi. Celui qui croyait encore que des gens comme eux ne me feraient jamais de mal. Ce morceau-là est mort. Tranquillement. Dans un café. À 16h07. Pendant que mon americano refroidissait. Quelques jours plus tard, juste après ce magnifique festival de trahison, la boîte organisait un grand événement corporate. Apparemment, on célébrait l'ouverture d'une nouvelle antenne. Génial. Vive le capitalisme. Dîner formel. Cravate, discours, gens qui feignent d'apprécier ceux à qui ils transfèrent discrètement des emails passifs-agressifs. Honnêtement, j'ai failli ne pas y aller. Pas seulement parce que je pensais encore mes blessures bon, peut-être un peu mais surtout parce que je déteste me saper pour impressionner des gens qui ne se souviennent de mon prénom que quand je sauve leur projection trimestrielle. Mais Greg, mon manager que j'estime réellement, Ferrar m'a dit que c'était important pour la visibilité. Traduction, si tu viens pas, c'est Jean-Michel incompétent qui va venir, et je vais devoir le promouvoir à ta place. Alors j'y suis allé. Rasé de près, bien habillé, arborant mon plus beau visage, je suis passé à autre chose, qui, à vrai dire, est peut-être juste mon visage habituel désormais. Le lieu? Absurde. Lustre clinquant, traiteur gastronomique, assez de photographes pour faire croire qu'on décorait quelqu'un chevalier. Le service marketing avait visiblement fait une crise maniaque en organisant l'événement. J'ai passé la majeure partie de la soirée à discuter avec mon équipe, à faire semblant d'apprécier le risotto, et à esquiver avec brio les banalités, ainsi que le débris humain en flammes de l'autre côté de la salle, Olivier. Et elle. Oh oui. Ils étaient là. Ensemble. Comme si on vivait dans une comédie romantique et pas dans le monde réel, avec des politiques RH et des gens dotés de conscience.
de temps en temps, je surprenais des regards jetés de moi à eux, comme si on était les membres d'un triangle amoureux en prime time. J'ai gardé une expression neutre. Niveau prix Nobel de retenue. Et puis, Greg est monté sur scène pour porter son toast corporate. C'est là que les choses ont pris un tournant. Il a parlé de croissance, d'expansion, de synergie, blablabla, puis il a changé de ton, façon rebondissement dans une série prestige. Il y a quelqu'un en particulier que je tiens à mettre à l'honneur ce soir. Et là, je jure que j'ai entendu plusieurs coups se tourner vers moi. Il a dirigé l'un des projets interbranches les plus performants du trimestre, livré en avance et en dessous du budget. Un vrai pilier pour l'équipe. Félicitations pour ta promotion, Damien. Applaudissements. Beaucoup. Sifflements, claps, et sûrement quelques respirations coupées de la part de ceux qui pensaient que j'étais juste le mec discret qui boit jamais en soirée. Je me suis levé. J'ai serré la main de Greg. Un petit hochement de tête au public. Pas de fanfaronnade. Pas de sourire à 2 balles. Juste du professionnalisme pur, de celui qu'on forge à coups de nuit blanche et de dignité ravagée. Le genre de gars qui fait le job sans avoir besoin de beugler. En me rasseyant, j'ai croisé le regard d'Olivier. Il ne souriait pas. Pas de joie dans ses yeux. Juste ce regard que certains hommes ont quand ils réalisent que la personne qu'ils ont piétinée est maintenant debout au-dessus d'eux. Figurativement, bien sûr. J'ai pas la carrure pour du littéral. Mâchoire contractée. Menton légèrement relevé, genre je suis totalement à l'aise avec moi-même, ce qui voulait dire, bien sûr, pas du tout. Et elle, pas de sourire non plus. Pas de bonheur rayonnant. Pas l'air de vivre sa meilleure vie. Juste tendu. Mal à l'aise. Ce qui, pour être honnête, m'a intrigué. Et un peu diverti. Et puis, parce que l'univers adore les punchlines bien calées, les deux se sont levés. Cling cling sur les verres. Style annonce de fiançailles ou lancement d'une nouvelle succursale personnelle. Bonsoir à tous, commença Olivier, dans la voix la plus mal assurée et faussement confiante que j'ai jamais entendue. On voulait partager une petite nouvelle personnelle. Puisqu'on est tous là. J'ai pris une gorgée de mon verre. Lentement, sans surprise, je savais exactement où ça allait. Ce n'était pas de l'intuition. C'était du cliché pur. J'ai demandé cette femme incroyable en mariage, dit-il, avec une pause dramatique comme si on assistait à la finale du Bachelor et pas à un événement d'entreprise avec des verrines de crevettes. Et elle a dit oui. Voilà. La fête de fiançailles, c'est la semaine prochaine. Vous êtes tous invités. Quelques exclamations de surprise mal étouffées. Plusieurs regards glissèrent d'eux à moi. Je suis resté assis, dos droit, sirotant mon eau comme si c'était juste un autre rapport trimestriel sur l'utilisation des imprimantes. Mon visage ? Neutre. Le genre de neutralité qui murmure « Tiens, encore ça » sans avoir besoin d'ouvrir la bouche. Il était hors de question que je leur offre une réaction. J'ai au moins appris ça en regardant des téléréalités, ne jamais broncher pendant le revéal. Mais Olivier, non. Olivier, lui, ne pouvait pas s'empêcher de remuer le couteau. Il a lâché la suite avec ce demi-sourire satisfait, comme s'il venait de balancer une vanne dans un épisode de The Office, et, au moins un d'entre nous a réussi à garder son poste. Bravo, Olivier. Vraiment. Quel punchline. Quelqu'un dans le fond, du clan on rigole à tout, a laissé échapper un ricanement faible. Le genre de rire incertain, à mi-chemin entre j'ai pas compris la blague et est-ce qu'il vient de menacer quelqu'un. Mon ex, que la vie bénisse son petit cœur déconnecté de la réalité, s'est contenté d'un haussement d'épaule suffisant avant de se pencher vers lui, version casting pour le reboot de Friends sans principe. Il ne manquait plus qu'un rire enregistré et quelques applaudissements en boîte. Je me suis levé. Pas de verre brisé. Pas de table renversée. Juste moi, mon verre d'eau, et des décennies de retenue émotionnelle forgées dans les open spaces et les dîners de famille à sous-entendu passif-agressif. Je me suis approché de leur table. J'ai croisé leurs regards. Et j'ai dit, d'une voix parfaitement claire, pour que chaque recoin de la salle profite de l'acoustique, félicitations. Elle a toujours aimé chercher ses upgrades dans le rayon des fins de série. Silence mortel. Un gars de chez RH a failli s'étouffer avec son vin. Tu sais que t'as lâché une bonne réplique quand quelqu'un risque une urgence médicale pour ne pas rire à haute voix. Olivier a entrouvert la bouche, sûrement pour sortir une autre vanne repompée sur Twitter.
Mais rien n'est sorti. Juste un souffle creux, genre ballon percé avec un complexe de supériorité. Elle a tenté de rire. Courageux. Mais bon, pas convaincant. Mais ce tic sur son visage, ce n'était pas du rire. C'était la panique silencieuse de quelqu'un qui vient de se faire laminer devant la direction. Je me suis retourné, j'ai regagné ma table, et j'ai passé le reste de la soirée à discuter livrable du T3 et expansion globale avec des gens sérieux. Des gens avec de vrais objectifs, et surtout, l'intelligence de ne pas sortir avec leurs collègues. Ils pouvaient bien faire leur petite annonce. Moi, j'avais mieux. La dignité. Un salaire avec une virgule. Et le respect de personnes qui ne passent pas les réunions à se caresser les chevilles sous la table. Eux, ils s'étaient trouvés. Moi, j'avais été promu. Alors, franchement, à ton avis, qui a vraiment gagné? Et là, un truc s'est enclenché en moi. L'ancien moi, celui qui aurait balancé une tirade bien épicée par SMS avant de faire une sortie dramatique sous les yeux de tout, ce mec-là, il a disparu. Pas de drama. Pas de texte écrit en tremblant avec 1000 fautes corrigées par l'autocorrect. Juste de l'exécution. Froide. Professionnelle. Parce qu'il faut le dire, à l'époque où Olivier et moi étions encore amis avant qu'il ne devienne l'incarnation humaine d'une compagnie aérienne annulée et il faisait déjà des trucs, douteux, au travail. Pas de quoi finir en prison. Mais assez pour provoquer de l'urticaire chez n'importe quel agent de conformité. Il avait toujours un plan. Toujours une combine. Il rognait sur les procédures, gonflait ses heures, déclarait des frais qui n'avaient jamais existé. Un jour, il a essayé de faire passer une journée au spa pour un séminaire de réconciliation client. Je plaisante pas. Quand je l'ai confronté, il a juste ri. Allez, mec. Faut travailler le système avant qu'il te travaille. Inspirant, non. Un vrai TED Talk. Si TED voulait dire totalement éthiquement douteux. Moi, je haussais les épaules. Je m'éloignais. Je n'étais pas fait comme ça. Mais après leur petit cirque de fiançailles, après sa vanne sur mon poste, il s'avère que j'avais gardé plus que ma dignité. J'avais des données. Alors j'ai commencé à creuser. Discrètement. Pas de musique dramatique. Pas de table couverte de feuilles Excel scotchées au mur façon série HBO. Juste des fouilles méthodiques. Calme. Poli. Le genre de mouvement que les RH ne voient jamais venir. J'avais encore accès à quelques dossiers partagés d'anciens projets. Tu serais surpris de ce qui survit dans les mails archivés et les vieux fiches Slack. Rapport de frais, notes de déplacement, invitations à des réunions, et pas mal d'incohérences très curieuses. Alors j'ai commencé à recouper. Des factures sans aucun compte rendu client. Des réunions censées s'être tenues dans le New Jersey, alors que toute l'équipe était à Chicago. Et les frais de déplacement? Chef esquisse. Vol en première classe pour de simples appels stratégiques locaux. Un gars censé être dans civil en 3 jours, mais incapable de se pointer à une réunion d'équipe sans être en retard. Le pire? Les budgets projets. Le mec les manipulait comme s'il lui devait de l'argent. Coût gonflé. Fournisseur tiers inventé. Et ensuite, il blâmait les retards sur de soi-disant dépendances externes imprévues. Traduction, on est à la bourre, mais voici un joli mot pour que ça sonne sérieux. Tout était bien emballé derrière des présentations brillantes et des discours pleins de buzzwords, le genre qui donne à la direction l'illusion d'assister à une conférence inspirante alors qu'ils sont en train de couler à pic. Synergie par-ci. Pipeline par-là. Disruption innovante, mon cul. Moi, je sauvegardais tout. Capture d'écran. En tête de mail. Métadonnées. Rapport complet en PDF. Je ne collectionnais pas juste des recettes. Je construisais un dossier. Un truc si béton qu'il aurait pu recevoir une certification d'étanchéité. Un dossier si solide qu'un avocat en aurait pleuré de joie. De vraies larmes de tribunal. Voire une standing ovation du barreau. Et puis est venue la meilleure partie. Le matin de leur fête de fiançailles. Oh, douce ironie. J'ai programmé un email de masse. Anonyme, évidemment. Compte jetable, VPN activé, métadonnées nettoyées. Plus propre qu'une scène de crime dans une série Netflix. J'ai tout vérifié 3 fois. Objet de l'email, félicitations aux futurs mariés. Voici ce que vous célébrez vraiment.
Clic. En pièces jointes? Des dossiers. Plusieurs. Nommés par projet. Chacun contenant des fichiers annotés, des résumés, des schémas visuels. Comme un musée numérique entièrement dédié à la fraude d'Olivier. Des preuves irréfutables. Aucune interprétation. Pas de peut-être que. Juste des faits. Le genre de dossier qui parle en puce et hurle en graphique Excel. J'ai même créé un document d'index. Oui, un index. Résumé, citation, horodatage, le buffet complet façon procureur. Parce que quitte à mettre le feu à la carrière de quelqu'un, autant organiser les allumettes. Et oui, j'ai envoyé le tout à Aria aussi. Accompagné d'un petit mot personnel, prépare-toi à une vie de dissimulation et d'audit trimestriel. Félicitations encore. Parce que bon, autant pimenter un peu son toast au champagne. Et j'ai également envoyé le tout à ses parents. Parce que quand on épouse un serpent, la famille mérite de savoir que ça mord. Simple politesse. Les parents d'Aria ont toujours donné l'impression de flotter au-dessus du reste du monde. Le genre perle véritable et sourire condescendant. Sa mère, surtout, une femme capable de complimenter tes chaussures tout en supprimant mentalement ton profil LinkedIn. Il m'adorait quand j'étais le fiancé calme et fiable. Celui qui avait un plan, un job, aucun casier. La barre était si basse qu'elle touchait presque le tapis. Et pourtant, ils trouvaient encore le moyen de se tenir dessus comme s'ils étaient sur un podium. Je n'attendais pas de réponse. Franchement, je voulais juste qu'ils sachent avec qui leur fille avait décidé de faire sa vie. Un mec assez stupide pour frauder, sur les serveurs de l'entreprise. Sérieusement, mon gars, au moins achète-toi un ordi en cash, fais semblant de t'y connaître. Bref. Ce que je n'avais pas prévu, c'est la vitesse à laquelle la honte se propage dans une famille comme la leur. 2 jours après l'envoi, je reçois un message d'un numéro inconnu. Puis le nom s'affiche, le père d'Aria. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé sonner. C'était la bonne décision. Littéralement. Il a laissé un long message vocal. La voix classique de l'homme corporate, sèche comme du pain grillé, ou aussi émotive qu'une agrafeuse. Je sais que la situation est délicate. Sans blague. Puis est arrivée la phrase, nous n'avions aucune idée de ce dans quoi il s'était embarqué. Mais bien sûr. Il a continué en disant qu'ils étaient déçus et embarrassés. Pas en colère. Pas surpris. Embarrassés. C'est comme ça que ces gens parlent quand c'est leur réputation qui vacille. Pas blessé. Pas trahi. Juste embarrassé. Comme si quelqu'un avait osé porter du blanc après la fête du travail, pas comme si leur futur gendre venait tout juste d'être grillé en train de blanchir de l'argent via de faux fournisseurs. Bref. À midi, c'était viral dans toute l'entreprise. Les gens ne faisaient même plus semblant de ne pas lire. Les bureaux brillaient comme un sapin de Noël alimenté au potin, téléphone qui vibrait, Slack qui pingait dans tous les sens, RH probablement en train de faire une syncope collective. Je recevais des messages de collègues à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Bro, c'est réel? Mec, t'as vu ça? Et moi, je répondais comme si je sortais d'une retraite silencieuse de méditation, oh waouh. Aucune idée. C'est dingue. Tout en sirotant mon café comme un moine zen au sommet de sa montagne. La fête de fiançailles? Fantôme. D'un coup, la moitié des invités de la boîte avaient des urgences de dernière minute ou des imprévus d'agenda. Même 2 prestataires de mariage se sont désistés. Drôle comme les emplois du temps se libèrent quand on circule dans les canaux internes à côté de mots comme détournement de fonds et audit. Et puis, sa mère a appelé. Contrairement à son père, elle n'a même pas essayé de faire semblant. Pas de faux soucis. Pas de comment tu tiens le coup, mon chou? Non. Direct à Defcon 1. Elle était furieuse. Pas contre sa fille. Oh non. Contre moi. Vous avez humilié cette famille, a-t-elle hurlé, et je jure que l'audio du message vocal a saturé. Littéralement. Le haut-parleur de mon téléphone a abandonné au milieu de sa phrase. Genre, ouais non, moi non plus je suis pas payé pour ça. Elle a continué. Essoufflée. Lyrique. Presque opératique. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? On vous a défendu. On vous a soutenu quand vous disiez qu'il n'était pas le bon. Ah. Il n'était pas le bon, donc.
C'est ce qu'Aria leur avait dit après m'avoir quitté. Pas j'ai eu peur, pas je doute, pas je ne suis pas prête. Juste, il n'était pas le bon. Alors voilà. C'était ça, le récit officiel. Je n'étais pas le bon. Traduction, j'avais le mauvais job title. Je n'étais pas l'homme, j'étais la ligne sur le CV. Je n'étais qu'un dommage collatéral dans une mauvaise rédaction de scénario. Mais maintenant? C'était moi, l'auteur. J'avais le script. Je connaissais le refrain par cœur, j'étais froid. J'étais distant. Marié à mon travail. Tu connais la suite. Musique tragique en fond. Violon. Thérapie talk symbole marque commerciale niveau intermédiaire. Il ne me faisait pas me sentir vivante. Probablement livrée avec un soupir dramatique, regard perdu à travers une fenêtre mouillée par la pluie. Pendant ce temps, moi, j'étais de mon côté, à essayer de me souvenir si j'avais seulement un pouls pendant toute cette relation, ou si je n'étais qu'un profil LinkedIn ambulant, empaqueté dans une peau humaine. Apparemment, ses parents avaient convoqué une réunion d'urgence, façon conseil d'administration en crise. Le consensus? Y a-t-il un moyen de contenir les dégâts? Leurs mots exacts. Contenir les dégâts. Pas parler. Pas reconstruire la confiance. Non. Mode gestion de crise activé. Il ne manquait plus qu'un pupitre et un porte-parole générique avec une chemise trop repassée et un bloc-notes vide. Je n'ai pas répondu. Pas par pure rancune. Bon, un peu, d'accord. Mais surtout parce que je voulais qu'ils y restent. Qu'ils baignent dedans. Qu'ils marinent dans le chaos qu'ils ont eux-mêmes assaisonné. Parce que oui, ils l'ont soutenu à chaque étape. Tous ces petits commentaires passifs-agressifs pendant les dîners de famille, toujours pas de bague. Ce travail doit vraiment lui prendre tout son temps. Il sourit parfois, non? Et cette façon qu'ils avaient de regarder Olivier. Comme s'il était un golden retriever en blazer. Tout content, tout brillant, PowerPoint en main. Charme et ambition, disait-il. Plutôt un fraudeur avec des facettes dentaires et des mensonges en dégradé Pantone. Et bien devinez quoi? Maintenant, ils peuvent regarder leur précieux retriever pisser sur leur tapis en perçant et traîner le nom de famille jusqu'en enfer, version audit interne. Qu'ils se débattent. Qu'ils expliquent à leurs amis du club de vin pourquoi leur fille a perdu son job, son mec et son futur, tout ça en un seul trimestre fiscal. Moi? Je ne bougeais pas le petit doigt pour nettoyer leur image de marque. J'avais fait ma part. J'avais dit la vérité. Le reste, c'est leur problème. Ils n'ont qu'à louer une serpillière. Et puis est arrivé le lundi. Olivier a reçu l'email. Veuillez vous présenter au service des ressources humaines. Tu vois le genre. L'objet tellement stérile qu'on dirait qu'il a été désinfecté à l'eau de Javel. Droit, sec, précis. Avec, en sous-texte, un subtil parfum de préparer vos affaires. RH a sorti la loupe CSI. Ils ont tout sorti. Journaux d'accès. Relevés de facturation. Trade Slack si c'est qu'ils auraient dû être archivés depuis 2018. 2 semaines d'enquête. Et au bout du tunnel, licenciement. 0 indemnité. Aucune lettre de recommandation. Et cerise sur le gâteau, plainte de l'entreprise pour faute financière. Vraie plainte. Vrai juge. Vraies conséquences. Pas du genre on en reparle lundi, mais plutôt mettez une cravate ou allez en prison. Olivier s'est fait escorter hors du bâtiment. Mallette à la main. Tandis que la direction juridique le mettait en copie de sa propre chute. En live. Et évidemment, j'ai reçu un message. Numéro privé. Indicatif inconnu. Mais allez, soyons honnêtes. Qui d'autre? Tu te crois malin? Tu vas le regretter. Tu crois que t'as gagné? Oh, mon pauvre. Je n'ai même pas répondu. Pas parce que j'étais la personne la plus mature de la pièce. Non. Parce que j'étais trop occupé à rire. Et puis, un deuxième message. Cette fois, de Aria. Pourquoi tu as fait ça? Tu es celui qu'on a quitté. Passe à autre chose. T'es obsédé. C'est pas sain. Tu veux qu'on t'aide? Ma réponse? Simple. Clinique. Comme si je demandais s'ils avaient besoin d'un Doliprane ou d'un contrôle de bien-être. 2 jours plus tard,
ils sont revenus, comme des restes mal réchauffés. Tièdes, amers et absolument indésirables. Tir de barrage par texto. Un flot de messages, ton désespéré, chaotique, limite hystérique. Le raton laveur dopé à la caféine, coincé dans une benne à ordures, version SMS. Olivier, bien sûr, a ouvert le bal avec son grand classique, mélange de fausse confiance et de constipation émotionnelle. T'es pas net non plus, bro. Continue comme ça, et on parlera. Ton tour viendra. Ah non, Olivier. Pas mon tour. Qu'est-ce que c'est? Une montagne russe? Une vente de gâteaux? Un film de mafieux? Et puis, le bouquet final, Aria, en mode méchante de soap opéra, Canal pleine lune. Tu crois que c'est fini? On va s'assurer que tu es ce que tu mérites. Et voilà. Le ticket d'or. Le moment où la colère bascule officiellement dans la menace. Merci, Aria, pour l'avoir mis par écrit. Un vrai bijou. Parce que moi, je ne joue pas à la victime. Mais je parle couramment conséquence avec annexe. Alors j'ai fait ce que tout adulte juridiquement compétent et caféiné ferait. J'ai tout transféré à mon avocat. Chaque message. Chaque horodatage. Chaque émoji tragique. Objet, harcèlement. Escalade. Post-dénonciation. Sans majuscule. Sans insulte. Juste une énergie calme, prête pour le tribunal. En 48 heures, on avait tout ficelé dans de magnifiques lettres de mise en demeure. Un chef-d'œuvre. Langage net, sans drame. Effet immédiat. Tout contact, direct ou indirect, devait cesser. Toute communication future serait documentée et poursuivie en vertu du California Civil Code section 527.6 et du Penal Code 653M. L'équivalent légal de tais-toi ou prends un avocat. Envoi par courrier recommandé et livraison digitale avec accusé de lecture. J'ai regardé ces petites coches vertes apparaître comme si c'était matin de Noël. Et puis, le silence. Plus de textos nocturnes rageux. Plus de vues suspectes sur mes stories Insta venant de Fitness Journée 2025, qui, coïncidence amusante, utilisait l'ancienne photo de profil d'Olivier, mal recadrée. Plus rien. Disparu. Comme des amateurs qui réalisent enfin qu'ils jouaient aux échecs contre un mec qui avait apporté l'échiquier, les règles et un avocat. Et Aria? Disparu. Pskit. Elle a quitté Olivier comme s'il était un rencard groupon qui avait mal tourné. Récupérer ses affaires. Supprimer le poste de fiançailles. Évaporer de ses réseaux plus vite que sa crédibilité en réunion d'équipe. La dernière chose que j'ai entendue? Elle était retournée vivre chez ses parents. Elle retouchait son CV. Et elle prétendait ne pas avoir été co-organisatrice de l'un des désastres professionnels les plus spectaculaires de l'histoire du bureau. Ah, et son job? Disparu lui aussi. RH a insisté que ce n'était pas des représailles, juste une restructuration interne dans le cadre de l'enquête en cours. Bien sûr. Tout à fait crédible. En janvier, leur esthétique de Power Couple s'était transformée en champ de ruines. Genre gâteau de mariage tombé sur le trottoir ruine. Olivier? Carbonisé. Il a postulé dans quelques startups du coin, mais les nouvelles vont vite. Personne n'a envie d'embaucher un type connu pour ses tentatives de chantage et son quotient émotionnel de chaussettes mouillées. Son LinkedIn est passé de ouvert aux opportunités à voici une infographie Canva d'un projet imaginaire que j'ai géré dans ma tête. Une vraie vibe toxique. Je m'attendais presque à le voir lancer une formation en ligne, comment saboter sa carrière en 3 étapes simples. Et moi, pendant ce temps? Promotion. Officielle. La semaine suivant la clôture de l'enquête. Senior Project Lead. Bureau plus grand. Meilleur salaire. Stock option. Et aucun texto de cinglé à minuit en majuscule. Cerise sur le gâteau? Ils m'ont confié le portefeuille client hautement stratégique du département RH. Oui, ce même département qu'Olivier micromanageait comme si c'était une base nucléaire. Moi, soudainement, j'étais le mec de confiance. Pas de mémo. Pas de serrage de main. Juste un petit transfert de fichiers discret, et un emoji signe pouce vers le haut du directeur. Comme si j'avais gagné l'employé du mois juste en respirant correctement. Pas de réunion. Pas de blâme. Pas de dit,
On peut parler de cet email qui a pulvérisé notre crédibilité corporate à 8h47? Mon nom n'est jamais sorti. Pas une seule fois. Et crois-moi, je m'en suis assuré. J'ai nettoyé l'opération plus proprement que l'historique de navigation d'un prêtre. VPN à double cryptage, niveau de sécurité qui aurait pu tromper le Pentagone. Tu sais, ce moment où tu supprimes un fichier et la corbeille? Ce niveau de précaution. Mais les gens savaient. Pas les dirigeants, évidemment. Eux, ils étaient trop occupés à prétendre que le système ne s'était pas vautré en plein jour. Genre un gamin qui essuie du ketchup sur son t-shirt tout en niant avoir mangé des frites. Mais les employés? Mes collègues? Oh, eux, ils savaient. Les rumeurs ont commencé avant même midi. Avant le déjeuner, même. T'as vu cet email? Putain. Olivier Vollet. Et celui qui a découvert ça, mérite une promotion. Personne n'a prononcé mon nom. Mais les regards avaient changé. Le genre de regard qu'on lance à quelqu'un qui sort une épée d'un rocher, puis retourne manger son yaourt devant son écran, comme si de rien n'était. Le genre de respect silencieux qu'on réserve à celui qui connaît tous les boutons de la photocopieuse. Quand j'entrais dans la cuisine, les conversations s'arrêtaient net. Comme si je venais de surprendre une réunion secrète pour cambrioler une banque, et qu'il n'était pas sûr, recruté ou redouté. Oh merde, c'est Damien. Stop. Rien dit. Il y avait un silence. Une espèce de révérence sacrée. Comme s'ils allaient me canoniser. Si quelqu'un avait lancé un slow clap, je n'aurais même pas haussé un sourcil. Un analyste, un petit prodige de Boston, celui qui pense être irrésistible parce qu'il possède une cafetière à piston, m'a croisé dans l'ascenseur un matin. Il a levé les yeux de son téléphone, m'a lancé un hochement de tête et juste dit « Beau nettoyage ». C'est tout. Pas de bonjour. Pas de ça va? Même pas de alors, c'est toi qui as démantelé l'Empire Olivier en solo? Juste. Beau nettoyage. Comme s'il saluait un tueur à gages qui venait de terminer le contrat sans une goutte de sang ni la moindre trace. Et oui, je m'entends parler. Pas de faute de frappe. Juste du sarcasme enrobé de fatigue. Olivier disait qu'il tenait tout en place. Mais c'était ça, le génie, il tenait le tout avec du scotch, des mensonges, et un chapelet de prière. Moi? J'ai juste donné une petite poussée. Pas de discours. Pas de tape dans le dos. Personne ne m'a invité à boire un verre. Aucun cookie anonyme avec un post-it merci d'avoir retiré la tumeur. Mais j'ai eu mieux. Le respect. Des silences qui en disent long. Et surtout, un peu d'air. Personne ne m'a coincé avec des questions. Personne n'a creusé. On m'a juste laissé travailler. Et c'était tout ce que j'avais jamais voulu. Je ne cherchais pas la gloire. Je voulais juste la paix. Et peut-être une bonne chaise de bureau. Qu'il devine. Qu'il murmure. Que l'histoire se transmette, d'étage en étage, comme une légende urbaine, le gars discret du 3e, celui qui a fait tomber un fraudeur et quand même réussi à être à la réunion de 10 heures, café intact en main. La seule chose qui comptait pour moi, c'est que la justice avait un prix. Et j'en ai pas été la victime. Je vais bien. Mieux que bien. J'ai un nouvel appart, avec baies vitrées du sol au plafond et zéro encombrement émotionnel. Je dors mieux. Je mange mieux. Je pense avec une clarté qui me fait presque peur. J'ai laissé derrière moi chaque poignée de main hypocrite, chaque trahison emballée dans la courtoisie. J'ai brûlé le pont. Et je construis un Penthouse avec les cendres. La vérité? Je me fiche de comment tu veux appeler ça. Lanceur d'alerte? Vengeance? Excellence RH version passive-agressive? Peu importe le nom qu'on lui donne. Ce qui compte, c'est que j'ai protégé ma paix. J'ai géré ça avec une précision chirurgicale. Et j'ai laissé le karma enfiler un costume et livrer le message lui-même. On dit que la meilleure vengeance, c'est de bien vivre. Moi, je dis que c'est le silence. Le succès, lui, ne fait qu'ajouter les sous-titres. Olivier a été exposé. Aria s'est évaporée. Moi, j'ai été promu. Et pour la première fois, j'ai commencé à vivre la vie que je méritais.